Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. L'ensemble fonctionnel de l'épaule constitue la racine du membre supérieur qui est fixé sur le thorax et la colonne vertébrale. C'est un ensemble complexe de plusieurs articulations de types très différents. En effet, le complexe articulaire de l'épaule comprend 5 articulations qui se subdivisent en 3 articulations vraies, c'est-à-dire constituées par un appareil de glissement, un appareil de maintien et de mobilisation. Parmi celles-ci, on constate l'articulation scapulo-humérale entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïdale de la scapula. C'est une énarthrose, une articulation très mobile, avec 3 axes de rotation, et l'angle entre la tête de l'humérus et la diaphyse de l'humérus est un angle de 135 degrés. C'est certainement l'articulation la plus importante dans le complexe articulaire de l'épaule. Nous avons ensuite l'articulation sterno-costoclaviculaire ou cléidothoracique. Sterno pour sternum, côte, c'est la première côte, puis la clavicule, ou l'adjectif cléido pour la clavicule, thoracique pour signifier l'ensemble sternum et première côte. C'est une articulation en selle, très mobile, qui va pouvoir diriger la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, rappelons-nous, est constituée par l'omoplate associée à la clavicule. La ceinture scapulaire a une articulation, c'est l'articulation acromioclaviculaire ou cléidoscapulaire. Cléido encore pour clavicule, scapulaire, omoplate ou scapula, et acromioclaviculaire puisque c'est en fait l'acromion qui appartient à la scapula, qui s'articule avec l'extrémité latérale de la clavicule par une arthrodie, une articulation peu mobile, 2 surfaces planes en regard l'une de l'autre, mais qui néanmoins va permettre quelques degrés de mouvement. Il s'associe à ces 3 articulations vraies, qui sont bien sûr les plus importantes, 2 espaces de glissement. Ce sont des structures très différentes. Espaces de glissement, ce sont des bourses séreuses ou des nappes de tissu graisseux. Nous reviendrons en détail sur leur constitution ultérieurement. Mais il y a, parmi celles-ci, la deuxième articulation scapulo-humérale ou bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne, c'est la flèche 4. C'est un tissu qui s'insinue entre la tête de l'humérus, l'extrémité proximale de l'humérus, et la voûte acromioclaviculaire. Enfin, en numéro 5, l'articulation scapulothoracique est une cisarcose, c'est-à-dire un espace de glissement graisseux entre 2 plans musculaires. Si l'une de ces articulations est altérée, c'est tout l'ensemble fonctionnel qui va souffrir et qui va limiter l'amplitude des mouvements de l'épaule. Commençons par l'articulation scapulo-humérale avec la description détaillée de la cavité synoviale. Tout d'abord, l'appareil de glissement est constitué par la tête de l'humérus, on a vu que c'était un tiers de sphère, orienté crânialement, médialement et dorsalement, avec en regard la cavité glénoïdale de la scapula, qui est relativement plane, alors que sa périphérie est plutôt ovoïde. Il y a donc un défaut de congruence entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïdale. Ce défaut de congruence va être compensé par la présence d'un cartilage, d'un fibrocartilage intermédiaire, qui est le bourrelet glénoïdal qui va, en quelque sorte, donner une concavité au niveau de l'articulation, au niveau de la surface de la cavité glénoïdale, mais avec une disproportion. En effet, la tête de l'humérus est 3 fois plus volumineuse que la cavité glénoïdale elle-même. Ce bourrelet est important, il est aussi fragile et peut faire l'objet de ruptures, de déchirures. La cavité synoviale, représentée en couleur orange sur le schéma, s'insère d'une part en périphérie du bourrelet glénoïdal et de la surface cartilagineuse
de la cavité glénoïdale de la scapula. Cette cavité synoviale a sa deuxième insertion, c'est un cylindre en fait, c'est ici une coupe frontale, sa deuxième insertion autour du col anatomique de l'humérus, c'est-à-dire en périphérie du cartilage de la tête humérale. Il s'agit d'un tissu lâche, fragile, sans aucune prétention de contention, très vascularisé, qui sécrète le liquide synovial, qui est relativement riche en protéines et en anticorps. Ce cylindre, ce manchon de gros diamètre, qui est représenté en coupe sur le côté droit de l'écran, va être complété par un deuxième cylindre, interne au précédent, deuxième cylindre qui forme en fait un manchon spécifique pour le tendon du long biceps qui s'insère au bord crânial de la cavité glénoïdale sur la scapula. Il a un premier trajet qui est transversal, horizontal, puis il va poursuivre son trajet dans le sillon intertuberculaire en étant accompagné par un double feuillet en quelque sorte de tissu synovial. Ceci permet la mobilité, bien sûr, de l'articulation scapulo-humérale, mais surtout protège le tendon du long biceps de traumatismes répétés et d'une usure qui serait prématurée. Ce tendon du long biceps est en fait en situation intracapsulaire, nous le reverrons, mais extrasynoviale. En effet, la surface fonctionnelle de la synoviale est compréhensible sur la coupe sagittale du côté droit. C'est le trait orange qui représente la surface fonctionnelle du tissu synovial. Et pour le cylindre de gros diamètre, eh bien cette surface fonctionnelle est orientée vers la cavité, mais pour le petit manchon qui accompagne le tendon du long biceps, eh bien là aussi, la surface fonctionnelle, qui est en orange, non fonctionnelle, elle est en noir, est orientée en direction de la cavité synoviale. Donc ce tendon du long biceps n'est absolument pas au contact du liquide synovial. Ce tendon du long biceps, pour se résumer, est extrasynovial et intracapsulaire. La deuxième structure, c'est, pour l'articulation scapulo-humérale, l'appareil de maintien. Cet appareil de maintien est en deux parties, indépendantes l'une de l'autre. C'est une vue de face de l'articulation scapulo-humérale, avec la scapula sur la droite, l'épiphyse proximale de l'humérus sur la gauche. Comme première structure, il y a le ligament coraco-huméral. C'est un ligament à distance, indépendant de la capsule, qui représente en fait un muscle qui peut exister sur d'autres vertébrés, mais qui est atrophié, qui n'est plus fonctionnel, qui est devenu fibreux, et c'est un ligament suspenseur du membre supérieur. Il s'insère sur les deux composantes du processus coracoïde, avec une insertion sur la partie verticale, une insertion sur la partie horizontale, en pointillé. Ce ligament coraco-huméral subit un mouvement de torsion. Il est transversal mais orienté ventralement et latéralement, et se termine sur les tubercules majeurs et mineurs. C'est un ligament qui est solide, inextensible, mais surtout, il se termine au niveau de l'épiphyse proximale par le ligament huméral transverse. En effet, ce ligament huméral transverse vient fermer ventralement la gouttière, le sillon intertuberculaire, et maintient ainsi dans ce sillon le tendon du long biceps. La capsule articulaire, deuxième composante de l'appareil de maintien, souvenons-nous, c'est le périoste qui s'est, entre guillemets, détaché du squelette et qui passe en pont d'une pièce squelettique à l'autre, qui passe en pont de la scapula vers l'humérus. Cette capsule articulaire est épaisse, solide, inextensible. Elle est fixée à partir du périoste autour, en périphérie de la cavité glénoïdale, de la scapula,
et sur l'extrémité proximale de l'humérus. Seule sa face ventrale va être renforcée par des ligaments. Ce sont les ligaments gléno-huméraux de Farabeuf qui, schématiquement, sont insérés sur la face ventrale ou sur le bord ventral de la cavité glénoïdale et sur le tubercule mineur depuis le sommet de celui-ci jusqu'à la base, avec schématiquement la forme de la lettre Z pour les 3 ligaments gléno-huméraux réunis. Néanmoins, malgré leur présence, c'est sur cette face ventrale que cette capsule est le plus souvent déchirée lors des luxations antéro-internes de l'épaule. Il est plus juste de dire luxation antéro-interne de l'articulation scapulo-humérale. Deuxième articulation vraie, c'est l'articulation cléidothoracique ou sterno-costoclaviculaire, une articulation en selle, avec donc 2 surfaces plus ou moins en croissant, 2 surfaces qui sont en contact l'une de l'autre et qui vont permettre une forte amplitude de mouvement sur 3 axes de rotation là aussi. C'est un schéma qui représente en fait une coupe frontale de l'articulation cléidothoracique, coupe frontale avec la clavicule latéralement, le sternum médialement et la première côte au-dessous de la clavicule. La première côte, rappelons-nous, est très courte et elle est réunie au sternum par un cartilage, le premier cartilage costal. Cette articulation cléidothoracique comprend 2 surfaces cartilagineuses, une sur l'extrémité médiale de la clavicule, l'autre sur le sternum, mais elle déborde de quelques millimètres sur le premier cartilage costal. Entre ces 2 surfaces cartilagineuses qui appartiennent à de l'os, s'interpose un disque ou un ménisque, c'est variable selon les descriptions, disque ou ménisque qui sépare en 2 compartiments la cavité articulaire cléidothoracique. Premier compartiment, c'est le siège des mouvements, c'est celui qui est latéral. Le deuxième compartiment, qui est plus médial et inférieur, a en fait un rôle d'amortisseur, c'est le disque qui vient plaquer contre le sternum et le cartilage costal. Il y a bien sûr une membrane synoviale représentée en orange pour chacun des compartiments, une capsule articulaire et un ligament interclaviculaire qui passe la ligne médiane, qui est inséré sur la clavicule et sur le bord supérieur du sternum, ligament qui est solide et qui entrecroise ses fibres au bord supérieur du sternum. Celui-ci est complété par le ligament costoclaviculaire. Comme précédemment pour l'articulation scapulo-humérale, ce ligament costoclaviculaire est à distance, il est indépendant de la capsule. Il est inséré sur la face inférieure de la clavicule et rejoint la jonction entre la première côte et le premier cartilage costal. Ce ligament costoclaviculaire est très solide. Il est extrêmement difficile de le disséquer, de le sectionner lors d'une intervention chirurgicale, et il est complété par le muscle subclavier. C'est un muscle court, oblique, qui est inséré sur la face inférieure de la clavicule. Il rejoint l'extrémité antérieure de la première côte et le premier cartilage costal. Il est beaucoup plus développé qu'on ne peut l'imaginer, c'est un muscle assez volumineux, avec une force importante, qui va abaisser la clavicule au contact de la première côte. Le muscle subclavier appartient en quelque sorte à l'appareil de maintien de l'articulation cléidothoracique. La troisième articulation vraie, c'est l'articulation cléidoscapulaire ou acromioclaviculaire, et c'est une arthrodie. L'appareil de glissement est donc constitué par 2 surfaces planes, l'une provenant de l'acromion, l'autre provenant de la clavicule, avec entre les deux un ménisque, un fibrocartilage intermédiaire là encore, ménisque qui s'interpose entre les 2 surfaces planes. Il y a une capsule articulaire, régulière, sans renforcement ligamenteux. Par contre,
on a là encore un ligament à distance, le ligament coraco-claviculaire. Il est en 3 subdivisions, 3 faisceaux. Il est inséré largement sur la face inférieure de la clavicule, depuis l'extrémité latérale jusque à la moitié de l'os pratiquement. Ce ligament coraco-claviculaire est en 3 composantes, 3 digitations, et toutes rejoignent l'angle supérieur du processus coracoïde. Donc la clavicule est relativement solidaire de la scapula, en particulier par ce ligament coraco-claviculaire. Ensuite, nous avons 2 articulations qui ont un rôle articulaire mais qui ne sont pas des articulations au sens de la structure, de la constitution. Ce sont 2 espaces de glissement. Le premier, c'est la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne, ou deuxième articulation scapulo-humérale. En fait, elle a moins d'importance que ce qu'on pouvait lui attacher il y a quelques années. Nous avons ici 2 schémas. Le premier est une coupe frontale, le second est une coupe presque sagittale qui passe par l'interligne articulaire. Et la tête de l'humérus, toute la structure humérale a été retirée. Premièrement, sur la coupe frontale, l'acromion forme avec la clavicule une voûte acromioclaviculaire qui surplombe la tête de l'humérus. On retrouve ces 2 structures sur la coupe sagittale à droite. Le processus coracoïde et l'acromion sont orientés chacun à 45 degrés en moyenne en direction crâniale, et l'un dorsalement, l'autre ventralement. Ces 2 pièces squelettiques qui sont immobiles l'une par rapport à l'autre sont néanmoins réunies par un ligament, le ligament acromio-coracoïdien. Bien sûr, ce ligament est totalement immobile. Des muscles recouvrent la région. Premièrement, le muscle deltoïde, muscle important en 3 faisceaux, qui s'insère sur l'acromion, mais également l'épine de la scapula, ainsi que la clavicule. Et ces 3 faisceaux vont se réunir en une terminaison commune, distale, c'est la terminaison sur le tiers latéral de l'os humérus. Ce muscle deltoïde, très souvent en action, est au contact de la structure osseuse du tubercule majeur. L'efficacité du muscle deltoïde est complétée par le muscle supraépineux, muscle plus court, plus profond, qui est inséré dans la fosse supraépineuse et qui rejoint l'extrémité crânienne du tubercule majeur. Ce muscle supraépineux va initier le mouvement d'abduction, nous verrons dans un moment ce type de mouvement sur le plan analytique. Il va initier le mouvement d'abduction scapulo-humérale et va être ensuite complété par le muscle deltoïde. Ce muscle supraépineux ainsi que le deltoïde ont des mouvements, donc des forces de frottement entre le tissu musculaire, le tissu osseux, etc. C'est pour cette raison que vient s'interposer l'équivalent d'un sac, qui est la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne, représentée en orange. Cette bourse séreuse est constituée de 2 feuillets, un en surface, l'autre sous-jacent, plus en profondeur, 2 feuillets qui ont une périphérie, un peu comme un sac en plastique qui serait interposé entre ces 2 éléments squelettiques et musculaires. Et ces 2 feuillets glissent l'un sur l'autre avec une faible quantité de liquide synovial entre les 2. Cette bourse séreuse va donc limiter l'usure entre guillemets des éléments anatomiques l'un par rapport à l'autre, faciliter le mouvement, et elle est bien entendu fragile, mais peut se reconstituer spontanément de façon assez efficace. Voyons maintenant les mouvements analytiques de l'articulation scapulo-humérale. Mouvements analytiques selon des repères géométriques qui sont utilisés quotidiennement en examen clinique par les rhumatologues, par les orthopédistes, par les kinésithérapeutes, etc. Nous avons ici un schéma et une succession de schémas géométriques. En effet, la tête de l'humérus étant un segment de sphère, eh bien nous aurons 3 axes de rotation. Premier
premier type de mouvement. Sur l'axe vertical qui est représenté en rouge, un axe qui est sur le schéma au milieu, qui serait vertical et qui passe par le centre du cercle de la tête de l'humérus, eh bien, autour de cet axe, on a des mouvements de rotation. Rotation externe ou rotation interne. Rotation externe, c'est le mouvement qui met la paume de la main ventralement. Rotation interne, c'est l'inverse. La paume de la main est en situation dorsale. Deuxièmement, sur un axe sagittal qui est présenté en haut à droite, axe sagittal qui va d'avant en arrière, qui passe par le centre de rotation de la tête de l'humérus, va permettre des mouvements de balancier avec le mouvement d'abduction lorsque le coude ou la main s'éloigne du thorax, mouvement d'adduction lorsque c'est l'inverse. Adduction, c'est lorsque le membre supérieur rejoint le thorax de l'individu. Ce sont des mouvements abduction-adduction extrêmement importants. S'ils sont compromis, c'est toute l'épaule qui souffre et qui ne permet pas des mouvements d'amplitude et de force normale. Abduction, c'est l'éloignement du thorax. Adduction, c'est le rapprochement du thorax. Troisième axe, il est transversal de la droite vers la gauche. Sur cet axe transversal vont se réaliser les mouvements de rétropulsion ou extension, antépulsion ou flexion. Antépulsion, c'est le membre supérieur qui vient ventralement par rapport à l'individu. Rétropulsion, il passe la ligne verticale pour aller en arrière dans la région dorsale pour éventuellement une préhension. Donc, antépulsion, rétropulsion et l'ensemble des trois axes, lorsqu'ils fonctionnent ensemble, permet le mouvement de circumduction, donc qui décrit un cercle, en associant les différents mouvements les uns par rapport aux autres. Et avec, là aussi, une épaule fiable, stable, surtout stable, et d'amplitude de mouvement importante, quelles que soient les conditions. Les mouvements de l'épaule associent donc les mouvements de l'humérus par rapport à l'omoplate, qui se réalisent dans l'articulation scapulo-humérale, aidée par la bourse séreuse sous-acromioddeltoïdienne. Pour se résumer, sur trois axes, il y a donc 6 directions de mouvement. Les mouvements d'abduction-adduction qui sont dans un plan frontal. Abduction écarte le coude du thorax, adduction rapproche le coude du thorax. Deuxième couple de mouvements, antépulsion, rétropulsion, c'est par rapport à un axe horizontal. L'antépulsion envoie le membre supérieur ventralement, rétropulsion, au contraire, il va dans le plan dorsal. Et puis enfin, la rotation interne, rotation externe, sur un axe vertical. Rotation interne, qui ne concerne que l'humérus, met le coude légèrement en situation ventrolatérale. Cette rotation interne amène la paume de la main dorsalement. Et la sixième direction de mouvement, c'est la rotation externe qui, au contraire, amène la paume de la main ventralement. C'est la position de référence anatomique. Le tout forme la circumduction scapulo-humérale. Les mouvements de la ceinture scapulaire par rapport à la cage thoracique vont accompagner et stabiliser l'articulation scapulo-humérale. Ces mouvements se réalisent principalement dans l'articulation cléidothoracique, avec l'aide, entre guillemets, de l'articulation scapulothoracique et l'articulation cléidoscapulaire. Souvenons-nous, l'articulation cléidothoracique est une articulation en selle, donc très mobile. Elle va être aidée par l'articulation scapulothoracique, qui est un espace graisseux situé entre deux plans d'un muscle, qui est le muscle serratus. Ce sont des nappes de tissu graisseux, plus ou moins fluides, qui vont permettre les mouvements sans usure du squelette et de l'appareil musculaire. Là, c'est une plaque de tissu graisseux de part et d'autre du muscle serratus.
On a attribué une grande importance à ces cysarcoses et tissus graisseux. En fait, leur rôle est tout à fait accessoire. Par contre, l'articulation cléidoscapulaire, elle est importante. L'articulation cléidoscapulaire entre clavicule et omoplate ou entre l'acromion et la clavicule. Ainsi, les mouvements analytiques dans la ceinture scapulaire par rapport au thorax sont des mouvements d'élévation-abaissement, antépulsion-rétropulsion et rotation en avant, rotation en arrière. Élévation, abaissement, pas de problème. La ceinture scapulaire monte vers les oreilles en élévation, en abaissement c'est l'inverse. C'est plus complexe déjà avec l'antépulsion-rétropulsion. L'antépulsion va projeter l'ensemble épaule-clavicule ventralement. C'est le mouvement qu'on peut décrire dans le lancer du javelot par exemple. La rétropulsion c'est l'inverse, c'est comment se tenir droit. C'est un mouvement dans le plan horizontal qui va déplacer la ceinture scapulaire dorsalement. Deux mouvements de rotation sur l'axe de la clavicule, rotation en avant, rotation en arrière. Ces mouvements interviennent dans ce qu'on appelle le mouvement de sonnette de la scapula, et c'est une rotation de la clavicule sur son grand axe. Donc des mouvements moins spectaculaires que précédemment, mais qui participent au mouvement de sonnette, c'est-à-dire le mouvement de l'omoplate autour de son axe sagittal. Ce mouvement de sonnette sera repris dans un instant, et en séance questions-réponses, nous verrons également sur une démonstration filmée. Là encore, comme précédemment, 3 axes de rotation, 6 orientations de déplacement vont permettre une circonduction de l'articulation de l'ensemble fonctionnel de l'épaule. Et en associant le premier groupe qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire essentiellement l'articulation scapulo-humérale, et les mouvements de la ceinture scapulaire, on obtient une circonduction de l'épaule très vaste qui est dans les 3 plans de l'espace. Ceci va être illustré avec tout d'abord les mouvements de sonnette de la scapula. Ce sont des mouvements de couple musculaire qui vont permettre de faire pivoter la scapula sur la convexité du thorax, avec comme axe de rotation le point rouge qui est juste en arrière de la cavité glénoïdale. La rotation postérieure qui est écrite sur le schéma de gauche, c'est le petit pectoral et le rhomboïde qui agissent en couple. Du côté droit, c'est la rotation antérieure de la sonnette, associant le trapèze et le muscle serratus. Ce mouvement de rotation antérieure amène l'angle inférieur en situation ventrale, alors que précédemment, la rotation postérieure amène l'angle inférieur près de la ligne médiane. Nous verrons en séance questions-réponses comment se mobilise en réalité cet os. Voici un schéma analytique qui révèle les 2 cônes de circonduction, le premier pour l'articulation scapulo-humérale, le second pour ce qu'on vient de décrire, avec entre clavicule et acromion quelques degrés d'amplitude de mouvement sur l'arthrodie, qui permet au final, lorsque les 2 sous-groupes sont concernés, lorsque l'ensemble complet, l'ensemble fonctionnel de l'épaule intervient, un mouvement de circonduction qui a la capacité et la qualité de pouvoir stabiliser l'épaule et donc le membre supérieur dans toutes les positions. Bien sûr, la force ne sera pas la même dans la position qui est sur le schéma que si le membre supérieur est au contact du dos, par exemple, mais il y a malgré tout une stabilité dans toutes les positions de l'épaule. Stabilité nécessaire, indispensable pour le rôle de la main. L'innervation du membre supérieur est assurée par le plexus brachial. C'est en fait un réseau nerveux qui a pour origine 5 racines rachidiennes cervicales, dont une thoracique, et qui va redistribuer les axones depuis à l'origine une distribution métamérique crânio-caudale vers une distribution fonctionnelle en aire périphérique. Ce premier schéma
représente majoritairement une hémicoupe horizontale du côté droit de l'individu, au niveau cervical, et le schéma inférieur est une vue ventrale d'une vertèbre cervicale. On retrouve les différents composants de la vertèbre cervicale, le corps vertébral, le processus transversaire avec sa gouttière sur laquelle repose le nerf, le foramen transversaire et l'arc postérieur au-delà. Les éléments musculaires sont constitués par le muscle scalène antérieur qui s'insère sur les tubercules ventrales des processus transversaires. Les muscles scalène postérieur et moyen sont insérés sur le tubercule postérieur. Le système nerveux central est constitué par la moelle épinière cervicale. Sur cette moelle épinière cervicale, il y a la racine motrice, colorée en rouge, qui est de petit diamètre. Elle contient en fait peu d'axones. Elle est orientée latéralement et légèrement ventralement pour aller former un nerf mixte. Au niveau de la corne dorsale arrive le réseau d'afférence qui comprend la racine dorsale de plus gros diamètre que la ventrale. Il y a en effet plus d'afférence sensitive que de déférence motrice. Et cette racine dorsale est rehaussée par le ganglion spinal. Racine ventrale motrice et racine dorsale sensitive se réunissent pour former un tronc nerveux coloré en vert qui est un nerf mixte, sensitif et moteur. Très vite avant même de quitter la gouttière transversaire, ce nerf mixte va se diviser en deux branches. Ventralement, il est en contact avec l'artère vertébrale, principal rapport. Le nerf mixte se divise en une branche postérieure de petit diamètre pour innerver sur le plan moteur la musculature axiale paravertébrale et innerver également le revêtement cutané sur le plan sensitif. Le plus gros contingent continue dans le défilé des muscles scalènes. C'est la branche antérieure. Ce défilé des muscles scalènes est une protection, une sécurité pour ces branches antérieures. Ce sont elles qui vont constituer le plexus brachial. La vue suivante est une vue latérale droite de la région cervicale. Il y a ici deux vertèbres successives avec un disque intervertébral. Les articulations sont en place. L'artère vertébrale traverse les foramen transversaires de bas en haut. Et nous avons rajouté des petits muscles qui sont des muscles intertransversaires. Au niveau des foramen intervertébraux ou dans le foramen intervertébral passe à la fois la branche antérieure et la branche postérieure. La branche postérieure de petit diamètre va rejoindre les muscles paravertébraux, paraépineux. Quant à la branche antérieure, elle continue sur la gouttière transversaire et va constituer le plexus brachial proprement dit. Donc un muscle intertransversaire antérieur, des muscles intertransversaires postérieurs. Voyons maintenant la topographie du plexus brachial. Plexus brachial qui est un système de réorganisation nerveuse qui est indispensable bien sûr pour le bon fonctionnement du membre supérieur. Premièrement, les conditions de numérotation. C4, la racine C4 va donner principalement le nerf phrénique pour innerver la coupole du même côté du muscle diaphragme. Compte tenu de la première vertèbre cervicale et de sa proximité avec l'occipital, la racine C1 est comprise entre l'os occipital et la première vertèbre cervicale. C'est ainsi qu'au niveau cervical, les racines nerveuses prennent le numéro de la vertèbre sous-jacente. Donc en C4-C5 émerge la racine C5. Comme il y a 7 vertèbres cervicales, nous allons avoir 8 racines nerveuses cervicales. En effet, en C6-C7, c'est la racine C7 qui traverse le foramen. Il y a par contre une racine C8, alors qu'il n'y a pas 8 vertèbres cervicales, une racine C8 entre C7 et T1, puis la racine nerveuse prend le numéro de la vertèbre sous-jacente. La racine T1
émerge donc dans le foramen T1, T2. Ce plexus brachial est déformable, il est même dynamique. Ce schéma vu de face représente la géométrie du plexus brachial, constitué par un triangle cervical dont la base est verticale sur la colonne vertébrale cervicale, deux côtés et un sommet qui va dans le défilé costoclaviculaire. C'est un triangle assez régulier, mais bien entendu déformable selon le besoin. L'artère axillaire traverse le défilé costoclaviculaire en accompagnant le plexus brachial. Le deuxième triangle est le triangle axillaire. Triangle axillaire qui est plus petit, qui a pour base le creux axillaire pour sommet. Pour sommet, c'est le défilé costoclaviculaire. L'artère axillaire passe d'un secteur à l'autre. Ces deux triangles sont inégaux, mais ils sont opposés par le sommet, déformables, et cette déformation va être admise jusqu'à un certain niveau. En effet, au-delà, on va pouvoir assister à des ruptures des constituants du plexus brachial, rupture des racines nerveuses. Ce schéma représente le plexus brachial droit, vu de face, avec l'ensemble de ses interconnexions et anastomoses. Tout d'abord, en proximalité, les racines. Les racines sont au nombre de 5, de C5, C6, C7, C8 et T1. Ces racines vont se réorganiser en troncs. C5, C6 se rejoignent pour former le tronc supérieur, C7 continue la racine du même numéro, et C8 et T1 se rejoignent pour former le tronc inférieur. Succédant aux 5 racines, il y a donc 3 troncs, supérieur, moyen, inférieur. Chacun de ces troncs va se diviser en deux, un contingent ventral et un contingent dorsal. Le contingent dorsal s'insère sur les troncs, supérieur, moyen, inférieur. Ces 3 divisions postérieures se réunissent pour former le faisceau postérieur, coloré en brun sur le schéma. Le faisceau latéral se forme à partir de la réunion des troncs supérieurs et moyens, et le faisceau médial poursuit le trajet du tronc inférieur. On a donc ainsi les 5 racines, plus de façon accessoire, une participation de la racine C4, parenthèse muscle-diaphragme, et une participation de la racine T2. Sur le plexus brachial, il y a plusieurs branches colorées en vert qui sont les branches collatérales. Ce sont les branches terminales qui sont intéressantes. Branche terminale avec, provenant du faisceau postérieur, le nerf axillaire et principalement le nerf radial. Ce sont deux nerfs qui permettent avant tout les mouvements d'extension, abduction, supination et extension majeure au niveau des doigts. Ce sont donc des mouvements de globalité, des mouvements d'équilibre, voire de défense. Les autres éléments naissent des faisceaux latéral et médial. Tout d'abord le nerf musculocutané, né du faisceau latéral, il est de petit diamètre, il va innerver principalement le muscle biceps et le muscle brachial. Le nerf médian, né de la réunion des faisceaux latéral et médial. C'est un gros nerf, de gros diamètre avec un nombre important d'axones. Le nerf ulnaire, né près de la terminaison du faisceau médial. Et enfin, il reste deux nerfs sensitifs, le cutané médial de l'avant-bras et le nerf cutané médial du bras. Les branches collatérales, quant à elles, sont de beaucoup plus petit diamètre et surtout elles vont innerver les muscles de proximité. Quels sont les rapports du plexus brachial avec, entre autres, l'artère axillaire? Tout d'abord, le plexus brachial est développé en arrière du muscle petit pectoral. C'est un encorbellement nerveux autour du tronc de l'artère axillaire. Volontairement, sur le schéma, le muscle petit pectoral a été interrompu, mais on voit néanmoins la position des troncs nerveux par rapport à l'artère au fur et à mesure que l'on descend dans le schéma. Tout d'abord, le faisceau latéral, en jaune, va rester sur le bord latéral de l'aorte, puis de l'artère axillaire, sur toute sa longueur. Le faisceau dorsal, ou faisceau postérieur, reste aussi postérieur sur pratiquement toute sa hauteur. Le faisceau médial, quant à lui,
va croiser l'artère axillaire sur son bord et sur sa face médiale. En effet, il naît comme élément nerveux supra-aortique et au final, il va se retrouver comme élément nerveux infra-aortique. Au final, la constitution des branches terminales du plexus brachial se réalise en arrière du muscle petit pectoral. C'est là que les divisions, les anastomoses, vont créer les nerfs sensitivomoteurs ou sensitifs exclusifs du membre supérieur. Au-dessous du bord inférieur du petit pectoral, cette structure est constituée. Donc, l'artère axillaire, faisceau latéral, faisceau postérieur, faisceau médial, qui sous-croise l'artère, le muscle petit pectoral, le nerf radial, l'axillaire n'est pas représenté, le nerf musculocutané, le nerf médian, le nerf ulnaire, et enfin le nerf cutané médial de l'avant-bras et cutané médial du bras. Ce schéma va permettre de comprendre la systématisation du plexus brachial, c'est-à-dire à partir de chaque racine, quel contingent d'axones part dans un nerf périphérique ou non. On va mettre en place les numéros des racines, C5, C6, C7, C8 et T1, avec tout d'abord, provenant des racines C5 et C6, le nerf axillaire et le nerf musculocutané. Ce sont des nerfs moteurs qui permettent d'animer en partie la ceinture scapulaire et, pour le nerf musculocutané, la flexion du coude. Le nerf médian et le nerf radial sont de loin les plus volumineux. Ce sont des nerfs avec un grand nombre d'axones, des fascicules difficiles à repérer, mais le territoire moteur et sensitif de ces nerfs est extrêmement important. C'est ainsi que le nerf médian est constitué d'axones provenant de C6, C7, C8 et T1, ainsi que le nerf radial. Reste le nerf ulnaire qui a pour origine les axones provenant de C8 et T1 et son opposé, le nerf cutané médial de l'avant-bras, avec le même statut. Reste le nerf cutané médial du bras, qui est en fait de petit diamètre avec un faible contingent d'axones. Après le réseau nerveux, voyons maintenant l'arbre vasculaire du membre supérieur, avec tout d'abord un arbre vasculaire purement théorique, de façon à comprendre l'organisation de chaque pièce. Il s'agit ici d'une représentation purement théorique avec au centre du schéma un vaisseau, huméral ou fémoral, un vaisseau artériel, central, qui commence par un vaisseau de gros diamètre et qui va progressivement, avec une forme de cône très allongé, diminuer son diamètre vasculaire. Ce tronc principal a une longueur limitée et généralement, à mi-distance du membre, il va montrer des signes de terminaison avec une bifurcation en 2 ou 3 branches, bifurcation qui continue le flux bien au-delà. Sur toute la longueur ou hauteur du tronc artériel principal naissent des branches collatérales. Branches collatérales qui sont plus particulièrement nombreuses au niveau des articulations. Ces branches collatérales vont s'anastomoser avec des cercles artériels étagés, transversaux, mais aussi des anastomoses vont se produire entre le tronc principal en profondeur et les troncs accessoires qui sont plus superficiels ou dans les masses musculaires. Ces réseaux sont multi-étagés, généralement en regard des articulations. Le réseau anastomotique le plus cranial se situe au niveau de l'épaule, puis un second au niveau du coude et éventuellement au niveau de la main et du carpe plus bas. Le réseau capillaire est important. C'est l'explication de la vascularisation de nos viscères, de nos muscles, avec un sang oxygéné qui arrive sur une artériole et un sang désaturé qui rejoint le réseau veineux profond. Il y a 2 réseaux veineux. Le réseau veineux profond accolé à l'artère, il y a 2-3 veines pour une artère, de bien plus gros diamètre, avec là aussi des cercles anastomotiques transversaux multi-étagés. Il est tout à fait logique que le sang distribué par le
cercle anastomotique artériel puisse évacuer le sang veineux d'une façon ou d'une autre. Ce réseau veineux, qui est un véritable treillis vasculaire autour des artères, a un rôle important dans le retour du sang vers le cœur. À noter que le réseau veineux est 2 à 3 fois plus volumineux que le réseau artériel. Mais parallèlement, il y a un réseau superficiel, les veines superficielles, qui sont colorées en violet sur le schéma. Ce sont les veines saphènes pour le membre inférieur, les veines basiliques ou d'autres appellations pour le membre supérieur. Quoi qu'il en soit, ces veines sont sous-cutanées, visibles en transparence et permettent les ponctions veineuses. Généralement, ce réseau superficiel, visible par transparence sous la peau, se termine à la racine du membre, avec une veine qui fait une crosse et qui rejoint le réseau profond. Mais les veines communicantes peuvent exister à tout niveau, surtout en intramusculaire, pour permettre de développer des anastomoses multi-étagées et ainsi ne pas se retrouver bloqué avec une quantité de sang inadaptée à un endroit donné. Ce schéma représente la vascularisation artérielle de la région de l'épaule. C'est une vascularisation proximale abondante au milieu de pièces squelettiques et musculaires bien développées. Premièrement, l'artère subclavière va traverser le défilé costoclaviculaire pour se rendre dans la région axillaire. Le trait vert qui est sur la clavicule figure l'insertion du muscle subclavier, limite pour que, en amont, ce soit l'artère subclavière et en aval, l'artère axillaire. Elle est en partie masquée ici sur le schéma par le muscle subclavier, qui est beaucoup plus volumineux que ce qu'on croit. L'artère axillaire a un trajet courbe, oblique, latéralement. Elle va devenir l'artère brachiale ou artère humérale, après avoir été l'axe de la pyramide brachiale, de la pyramide axillaire aussi, au bord inférieur du muscle grand pectoral. Bord inférieur du muscle grand pectoral qui est représenté par le trait vert à partir du col chirurgical de l'humérus. Dans le fond, au-dessous de l'articulation scapulo-humérale, il y a 2 traits. Un trait horizontal qui représente le muscle grand rond, un trait vertical pour l'insertion du muscle long triceps. L'artère axillaire est donc entièrement contenue dans le creux axillaire, limité par la clavicule au sommet, le muscle grand pectoral en bas. Il y a plusieurs collatérales qui vont former des anastomoses importantes et souvent bénéfiques. Premièrement, l'artère acromio-thoracique. Elle naît au-dessus du petit pectoral, en 3 faisceaux, de couleur orange sur le schéma, avec une insertion sur le processus coracoïde, l'autre sur les 4e, 5e, 6e côtes. L'artère axillaire a un trajet oblique, courbe, et cette artère acromio-thoracique, dès son origine, ou après un trajet très court de quelques millimètres, se divise en artère acromiale et en artère thoracique. L'artère acromiale pour l'articulation scapulo-humérale et l'artériole thoracique pour la paroi thoracique et aussi la glande mammaire. Les artères circonflexes antérieures et postérieures proposent un système de vascularisation à la fois autour du col chirurgical de l'humérus, mais aussi à partir du creux axillaire, une vascularisation de la paroi thoracique elle-même et des couches musculaires qui sont présentes. On a ensuite l'artère thoracique latérale ou mammaire externe, l'artère subscapulaire. La dernière branche collatérale est constituée par l'artère subscapulaire, artère qui va sur la face dorsale de la paroi thoracique et qui vascularise les plans musculaires, grand dorsal entre autres. En aval du trait vert qui représente le bord inférieur du muscle grand pectoral, l'artère axillaire devient l'artère brachiale ou artère humérale. Et très vite, elle va se diviser en différentes branches. Elle garde un tronc principal, accompagné par les veines, mais elle donne l'artère humérale profonde, de gros diamètre, qui passe sur la face dorsale de l'humérus et revient sur la face latérale et ventrale. Il y a également une autre petite collatérale, parallèle, sur le bord médial du bras, parallèle à l'artère brachiale. Ce réseau est dans les muscles, en particulier le muscle triceps, mais aussi entre biceps et muscle brachial. Ces collatérales vont
s'anastomoser et se retrouver au niveau d'articulation du coude. Voyons maintenant une présentation générale des nerfs et des vaisseaux du membre supérieur. Présentation générale car, bien souvent, les nerfs sont accompagnés par les artères, ainsi que les veines, et forment un paquet vasculo-nerveux. C'est un schéma du membre supérieur droit en position de référence anatomique, avec de façon très stylisée l'humérus, au niveau de l'avant-bras, radius et ulna, puis le carpe, une partie de la colonne du pouce et des doigts. À l'étage brachial, il y a deux cloisons qui séparent les loges antérieures de la loge postérieure, la cloison intermusculaire externe et cloison intermusculaire interne. Au niveau des artères, eh bien, c'est l'artère axillaire qui est à l'origine, dans le creux axillaire. Elle a un trajet oblique du bord médial vers le bord latéral, et cette artère reste dans la loge ventrale. L'artère humérale franchit l'interligne articulaire du coude, et c'est seulement qu'en aval qu'elle va donner l'artère radiale d'un côté, l'artère ulnaire de l'autre. Ces deux artères, radiale et ulnaire, vont s'anastomoser au niveau de la région du carpe et de la main, avec une anastomose superficielle qui a la forme de la lettre V et une anastomose profonde qui a la forme de la lettre U, mais qui est bien sûr plus fonctionnelle. Le réseau nerveux parallèle comprend le plexus brachial tout à fait à l'origine vers le haut, avec le nerf musculocutané qui en émerge et qui va innerver la loge ventrale du bras, sachant le muscle biceps et le muscle brachial. Le nerf radial a son origine dorsale, en arrière. Il contourne la diaphyse humérale, souvent il est au contact, et laisse une empreinte qu'on appelle la gouttière de torsion de l'humérus. Ce nerf radial franchit la cloison intermusculaire externe et vient au niveau du coude dans la loge ventrale, sur l'interligne le pli de flexion, et se divise en deux branches. Une branche motrice dorsale pour les muscles de la loge dorsale, et une branche sensitive, radiale, qui reste sur le bord radial de l'avant-bras et va jusqu'au poignet. Le nerf médian, qui naît de branches et d'axones provenant du faisceau latéral et du faisceau médial. Le nerf médian a un trajet légèrement oblique par rapport à l'artère humérale. Initialement, ce nerf est sur la face latérale de l'artère humérale. Et à mi-distance, il passe sur la face médiale de l'artère. Le nerf médian a un long trajet, aussi bien du bras que de l'avant-bras, et il va se terminer après avoir franchi le canal carpien dans les muscles courts de la main. Le dernier nerf, c'est le nerf ulnaire, qui a son origine au niveau du faisceau médial du plexus brachial. Il a un trajet initialement dans la loge ventrale du bras, tout à fait sur le bord interne. Il va franchir la cloison intermusculaire interne, avec un trajet temporaire sur la face dorsale et dans la loge postérieure du bras. Il passe ensuite au niveau du coude dans la gouttière épicondyle latérale épicondyle médiale. Ce nerf ulnaire continue sur le bord ulnaire du membre supérieur. Il va ainsi suivre la diaphyse ulnaire, passer sur la face palmaire du carpe au niveau de l'os pisiforme, et il va ensuite donner l'innervation de pratiquement tous les muscles courts de la main, l'ogipoténar, l'ogeténar et tous les interosseux. C'est le muscle de la distalité, à la fois sur le plan sensitif et sur le plan physique.